Les magiciens savent tromper le monde, et les illusions les plus célèbres sont souvent les plus difficiles à percer. C'est pourquoi nous avons tous la curiosité de découvrir ce qui se cache derrière le rideau, que ce soit l'illusion du portail de David Copperfield, où il s'est téléporté de la Seine à Hawaï, ou le tour du poisson dans le seau de Dynamo. Dans cette émission spéciale, nous dévoilerons les secrets des plus célèbres tours de magie. L'illusion célèbre de l'apparition de David Copperfield. Un grand drap blanc est suspendu au-dessus de la scène pour ce tour. Les assistants de David Copperfield soulèvent une plateforme, puis, après avoir relevé le drap, Copperfield apparaît magiquement dessous. Alors comment a-t-il fait ? Nous savons qu'il n'a pas pu entrer sur la plateforme par une trappe dans la surface sur laquelle il se tenait, car nous pouvons clairement voir à travers, et à aucun moment cet espace n'a été couvert. De plus, les miroirs ne fonctionnent bien que dans un angle de vue limité. Par exemple, dans le tour du lapin qui disparaît, la boîte semble vide uniquement lorsqu'on la regarde de face. Pour Copperfield, le caméraman n'aurait pas pu circuler aussi librement autour de la base. Cela signifie que David Copperfield ne peut apparaître sur la plateforme qu'en arrivant par le haut, caché sous le drap. Cependant, si vous faites bien attention à l'apparition, il est révélé dessous le drap. En rembobinant la séquence, il aurait dû apparaître quand le caméraman a filmé de derrière, mais il n'est nulle part dans la vidéo. On remarque à la place une partie courbée du drap à l'arrière, semblable à une poche, qui aurait pu le cacher. Mais alors, s'il était au-dessus du drap, comment est-il apparu dessous ? Voici le secret. On peut voir que le drap est maintenu par des fils, 4 au coin et 4 au centre. Les fils au coin fixent le drap, tandis que ceux du centre le soulèvent pour révéler David sur la plateforme, ces fils étant clairement visibles du public. Ils n'ont pas servi à suspendre Copperfield. À la place, David Copperfield a utilisé son appareil de lévitation, que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente sur ma chaîne. Il a utilisé cet appareil dans son illusion de vol, où les anneaux tournent autour de lui et il lévite même enfermé dans une boîte transparente. Les fils dans cette illusion sont reliés à un système de harnais attaché au corps du magicien. Le harnais possède un support en forme de chaise entourant la taille du magicien, garantissant sa sécurité. Les fils fins et solides sont placés perpendiculairement au public, alignés côte à côte. Ils sont disposés en éventail pour répartir uniformément le poids du magicien, permettant ainsi un mouvement fluide. Ils sont aussi peints en noir pour se fondre dans l'arrière-plan. Les fils sont presque invisibles pour le public. David est initialement caché au-dessus du tissu ici. Lorsque le rideau tombe, il est abaissé simultanément. Une fois que ses genoux touchent la surface, les 4 câbles centraux tirent le tissu vers le haut, lui permettant de passer à travers cette fente. Tout en étant couvert, il détache aussi les câbles de l'appareil de lévitation de son harnais. Ainsi, ses mouvements ne sont plus restreints et il peut poursuivre la performance après cette illusion d'ouverture. Le célèbre tour de poisson dans le seau de Dynamo. Dynamo, le célèbre magicien, a un jour réalisé un tour en Afrique du Sud avec seulement un seau vide. Il a pris le seau et a montré aux spectateurs qu'il était vide. Ensuite, il a incliné le seau vers le bas, lui a donné une secousse et un poisson en est sorti, laissant le public se demander comment il avait fait. Il a ensuite poussé le tour encore plus loin en secouant à nouveau le seau, cette fois en faisant sortir continuellement encore plus de poissons. Finalement, lorsqu'il s'est arrêté, le nombre total de poissons semblait être plus de 2 fois supérieur à la taille du seau. Il n'y a aucun moyen que la quantité de poissons qu'il a produite puisse être stockée dans ce seau, encore moins cachée à l'intérieur. Même avec un faux fond, il serait impossible de montrer l'intérieur du seau à cause du nombre de poissons nécessaires. De plus, le seau serait extrêmement lourd à porter avec tout ce poisson, si l'on compte approximativement la quantité de poissons qui a été déversée. Il y en a sans doute une 50aine ou plus, certains étant cachés sous la pile. Vu leur aspect, ce sont sûrement des sardines fréquentes dans les eaux sud-africaines où ce tour a été filmé. Le poids minimum serait de 12 kg, mais cela ne semble pas du tout être le cas. Cela nous amène à nous demander si tous les poissons provenaient vraiment de plus d'un seau. Attendez, si vous regardez attentivement le premier seau, vous pouvez voir que l'intérieur est très propre même après que le premier poisson en soit sorti. Mais avant qu'il ajoute d'autres poissons, le seau se salit soudainement. Autre fait suspect, il n'existe aucun plan continu, le montrant vider tous les poissons jusqu'au bout. On comprend les plans de réaction, mais il y a trop de coupes brusques. Comment a-t-il fait ? Voici le secret. Dynamo exploite simplement notre inattention.
Vous avez peut-être vu une vidéo virale publiée il y a 14 ans sur YouTube avec plus de 31 millions de vues où l'on vous demande de compter les passes des joueurs en blanc avec un ballon de basket. La plupart des spectateurs, absorbés par le comptage, ne remarquent pas un gorille en traversant la last lane. Ce phénomène, connu sous le nom de cécité d'inattention, se produit lorsque nous ne remarquons pas des choses évidentes parce que notre attention est focalisée ailleurs. Pour créer l'illusion du poisson dans le seau, 3 caméras sont utilisées. L'une filme de face, une à droite de Dynamo, une autre pour ce plan rapproché. C'est ici que les spectateurs ne remarquent pas les modifications importantes d'une scène lorsque les changements se produisent pendant une coupure ou une destruction, car notre cerveau privilégie la continuité plutôt que les détails. Cette première caméra cache la taille du tas, on suppose donc qu'il a commencé à verser ici. En avançant de quelques secondes, le même angle, incliné vers le bas pour montrer le tas, aide notre esprit à combler le vide de continuité et trompe notre cerveau en lui faisant croire qu'il n'y avait pas de tas dans les premières images. La seconde caméra réemploie la même technique. On voit d'abord le tas qui verse, puis la caméra se relève à la fin. Ensuite, de Morté, le troisième angle de caméra en gros plan est placé dans la séquence pour donner l'illusion de continuité, alors que le contexte de la taille du tas manque. Le tour se termine alors avec un seul poisson qui sort du seau. Mais s'il utilise plus d'un seau et que les coupes cachent l'échange, comment cache-t-il tous ces poissons dans chaque seau ? Observez cet endroit. Avez-vous vu l'étrange espace entre le cylindre et la base du seau ? J'ai souligné cela car Dynamo utilise un seau en plastique classique, fabriqué par moulage par injection. Le plastique fondu est injecté dans un moule formant le seau en une seule pièce, cylindre et base inclus. Cependant, le seau qu'il tient semble avoir la base fixée séparément, ce qui n'est pas la façon dont les seaux sont fabriqués, et cela pour une très bonne raison. C'est parce que la partie cylindrique et la base sont fabriquées en une seule pièce afin d'assurer la solidité et la durabilité du seau, évitant ainsi les points faibles qui pourraient résulter de l'assemblage de différentes parties. La base sale du seau tente de masquer l'écart, mais sous la lumière du soleil, cela reste visible. Vous pourriez penser que cet écart étrange est unique à ce seau, jusqu'à ce que vous remarquiez le moment où il l'incline vers le haut. Remarquez qu'en l'inclinant, la base semble se déplacer par rapport à sa position initiale. Je vais repasser la séquence en avant et en arrière pour que vous puissiez mieux voir ce déplacement. En revenant au moment où il a commencé à déverser beaucoup de poissons, on peut voir les poissons apparaître sous ce fameux écart. Notre soupçon précédent concernant le déplacement du fond du seau se confirme davantage. Oui, il y a un faux fond. Le seau avait un clapet semi-circulaire s'ouvrant par gravité quand on l'inclinait vers le bas. C'est pourquoi nous avons vu la base du seau bouger. Sur les 4 seaux, le premier contenait un seul poisson, alors que les deuxième et troisième avaient non plus d'espace pour en stocker davantage. Une théorie populaire de la chaîne Fernando Arzón avance qu'un miroir dans le seau permettait de stocker beaucoup de poissons. Cette théorie suppose qu'un miroir fixe était dans le seau, les poissons placés derrière. L'angle du miroir était tel qu'il reflétait la surface du seau, créant ainsi l'illusion que le seau était vide. Pour éviter que les poissons ne sortent par les côtés du rabat, ils étaient placés dans un sac plastique, ne pouvant sortir que par l'arrière du miroir. Le rabat du miroir avait apparemment ses coins coupés pour garantir que le miroir ait une amplitude de mouvement limitée. Aussi intéressante que puisse paraître cette théorie, en utilisant un miroir pour cacher habilement les poissons, cela contredit malheureusement les images réelles. En effet, lorsque Dynamo commence à verser, on voit clairement le rabat rond à la base se déplacer vers nous avant que les poissons ne sortent juste en dessous lorsque le rabat est poussé par le poids des poissons. Alors que selon la théorie du miroir, le point où les poissons sortent est repoussé ici. Si un miroir avait été utilisé, nous aurions seulement vu les poissons sortir, pas juste sous le rabat du faux fond. La séquence finale le montre ensuite vider un seul poisson. C'est le 4e seau qu'il a utilisé. Seuls le premier et le 4e ont montré leur intérieur à la caméra. C'est parce qu'ils avaient un faux fond très petit pour ne contenir qu'un seul poisson. Ces seaux servaient de leurre pour faire croire aux spectateurs qu'ils étaient normaux, ce qui soulève une question. Le public a-t-il ignoré l'échange des seaux ou était-il complice ? La vérité, c'est qu'aucun membre du public n'était complice du tour. Dans cet épisode, le tour est à montrer comme beaucoup plus incroyable et impossible qu'il ne l'était lors de la représentation en direct. C'est précisément pour cette raison que Dynamo n'a jamais refait ce tour.
Puisque c'était la première et la dernière fois que ce tour était réalisé, le public ne s'attendait pas à ce que Dynamo sorte tous les poissons d'un seul seau et ils étaient simplement rassemblés pour assister à ce qu'il allait faire. Pour eux, le tour se résumait à vider des poissons de 4 seaux prétendument vides. Après avoir vidé les poissons, il a montré le premier seau propre, mais les 2 autres sont restés cachés du public et de la caméra à cause de leur faux fond. Enfin, pour le 4e seau, comme pour le premier, il n'a vidé qu'un seul poisson qui a été montré à la caméra et au public. Grâce au changement de seau et à des astuces de caméra, Dynamo a totalement modifié le contexte du tour. Le célèbre tour du portail de David Copperfield. Le portail de David Copperfield, son tour le plus célèbre, demeure non élucidé plus de 20 ans après avoir émerveillé le public en 2001. L'émotion marquante venait du fait que David et un spectateur semblaient en téléporter à Hawaï, où ce dernier retrouvait son père. David débute la visite en lisant une lettre de Russell Brown lui demandant d'envoyer son fils Michael à Hawaï pour qu'il se voie en. Il demande alors à Michael de monter sur scène pour le tour. Après un court échange, David dit à Michael que son père voulait qu'il visite Hawaï et qu'il prendra une photo de lui là-bas en cadeau. La scène passe à une diffusion en direct d'une plage hawaïenne où Brad, l'assistant de David, attend. David s'adresse aux sceptiques. Il y aura beaucoup de personnes critiques, des cyniques qui vont dire que ce n'est pas possible, ne m'insultez pas. Ce n'est pas de l'intelligence, juste une illusion. Pour prouver que tout est réel et aléatoire, David lance une balle dans le public. La personne qui l'attrape doit fermer les yeux et la relancer, garantissant ainsi une sélection aléatoire des participants. Finalement, un homme se lève et se présente comme T. David demande à T de choisir 2 autres membres du public au hasard. Il écrit ses initiales sur le bras de David comme preuve, puis des participants tirés au sort signent une photo de groupe utilisée pendant le tour. David et Michael rejoignent une plateforme en acier surélevé au-dessus du public. La plateforme est fine, permettant aux gens de voir en dessous à tout moment. Un grand miroir derrière eux empêche toute entrée ou sortie discrète. David laisse tomber les rideaux et agite une ampoule pour signaler sa présence. Soudain, le rideau est tiré en arrière et ils disparaissent tous les 2. L'attention se porte alors sur la plage à Hawaï. La diffusion en direct montre David et Michael apparaissant derrière un rideau, sans interruption. Michael court vers l'eau et on peut même le voir s'y immerger. David retrousse ses manches pour montrer que les initiales sur son bras correspondent et Michael montre à la caméra la photo Polaroid signée par le public. Michael retrouve ensuite son père et l'acte se conclut par la disparition de David de la plage qui réapparaît au théâtre, la pluie d'Hawaï semblant le suivre. Mettons maintenant les choses au clair. Nous savons que si David Copperfield disparaissait simplement et apparaissait sur la plage sans aucune preuve, nous soupçonnerions immédiatement qu'ils se sont cachés après la disparition. Alors que des images préenregistrées étaient diffusées en direct, c'est la photo Polaroid signée et les initiales qui donnent de la crédibilité à notre croyance en cet événement apparemment impossible. Notre principale préoccupation est de vérifier la légitimité de la preuve, qui s'avère indéniablement authentique. L'analyse des initiales TS sur la plage et sur scène montre qu'elles sont strictement identiques, avec une grande précision dans l'épaisseur des lettres. De plus, le Polaroid signé contient exactement les mêmes initiales d'Amber, et l'image sur le Polaroid correspond parfaitement. Si la preuve n'a pas été manipulée, nos soupçons se tournent vers les autres éléments impliqués, comme la diffusion en direct, les volontaires sont choisis au hasard et même Michael. Une chose est certaine, nous ne pouvons pas placer Michael et les autres volontaires sélectionnés avec le frisbee et la balle dans la même catégorie. C'est parce que Michael a disparu avec David Copperfield depuis la plateforme, et cela n'aurait pu arriver sans qu'il soit au courant. Michael a été présélectionné avant le spectacle, contrairement aux autres volontaires. Michael et David n'ont pas vraiment disparu. Ils auraient dû s'échapper de la plateforme de l'une des différentes manières possibles. Ils ne pouvaient pas s'échapper par le bas, le haut ou les côtés, car tout est parfaitement visible au moment où la disparition a lieu. Même sans connaître les détails techniques, on pourrait raisonnablement conclure qu'ils se sont échappés en repassant simplement sur la plateforme même sur laquelle ils se tenaient en dedans. Après avoir quitté la plateforme, ils devaient aller ailleurs pour un tour qui existe depuis plus de 2 décennies. De nombreuses théories existent déjà sur la façon dont cela aurait pu être fait.
Gardez à l'esprit que l'explication doit être pratique et logique, car ce n'était ni la première ni la dernière fois qu'il faisait ce tour. David a en fait répété ce tour à plusieurs endroits lors de ses spectacles en direct afin de réduire les risques d'échec. Il aurait dû concevoir le tour en limitant au maximum les variables à contrôler. Si quelqu'un conclut que tout le théâtre était complice, alors David Copperfield n'aurait fait le tour qu'une fois, comme pour la disparition de la Statue de la Liberté. Ce tour faisait partie de ses spectacles depuis des années. Était-ce une diffusion en direct ou des images préenregistrées ? Une théorie populaire suggère que tout était préenregistré et utilisait un système de suivi. Le Polaroid signé a été copié lorsque ses assistants l'ont manipulé et les initiales TS ont été extraites puis placées sur les images préenregistrées. Sur les images préenregistrées, David Copperfield montrait une photo vierge à la caméra. Les initiales sur son bras ont aussi été suivies en direct grâce au montage vidéo. Avec cette méthode, les volontaires pourraient vraiment être choisis au hasard. Des problèmes apparaissent en abordant les aspects techniques et la praticité de cette théorie. Faites attention aux initiales. Remarquez que lorsqu'il fait pivoter légèrement son bras dans le sens des aiguilles d'une montre, les initiales bougent parfaitement en synchronisation avec sa peau et la courbe supérieure de la lettre S devient fine lorsque son doigt étire la peau. La technologie permettant de suivre précisément les initiales et de faire bouger naturellement les lettres avec la peau était très difficile à réaliser en post-production et impossible en direct. À l'époque, le suivi se faisait manuellement image par image avec des logiciels basiques, efficaces pour des mouvements simples mais inefficaces pour les déformations complexes comme l'étirement de la peau. En outre, la faible résolution des caméras compliquait un suivi efficace. Le Polaroid donné à David montre déjà l'image clairement lors du zoom de la caméra. À aucun moment on ne voit de décalage de la photo à l'intérieur du Polaroid par rapport à la bordure blanche extérieure, ni le nom d'Amber flotter alors que la main de David Copperfield tremble tout le temps. La compression vidéo a aussi diminué la résolution lors de la diffusion en direct. La compression utile pour la gestion de la bande passante a aussi causé une perte de détails fins, compliquant le suivi des petits mouvements subtils comme l'étirement de la peau en temps réel. Qu'en est-il du fond vert ou du chroma keying ? Si une partie du bras de Copperfield était peinte en vert, l'équipe des effets spéciaux pourrait théoriquement superposer les initiales. Cependant, cette méthode placerait seulement l'image sur la surface verte sans considérer l'étirement ou le mouvement de la peau. Si la peau s'étire, les initiales ne s'étirent pas. Les initiales resteraient alors statiques, semblant flotter au-dessus du bras sans s'intégrer à la peau. De plus, en bougeant le bras, les bords des initiales seraient sans doute désalignés, coupant certaines parties des lettres. Même les méthodes avancées pour suivre des surfaces déformables, comme le suivi de maillage, n'existaient pas sous une forme pratique en 2001. Supprimer le tracking ou l'incrustation sur fond vert implique que les séquences préenregistrées restent inchangées. Ces participants sont-ils complices ? Cela impliquait que les preuves soient rejouées sur scène, ce qui n'aurait été possible que si ces participants, apparemment libres, étaient des complices. Des soupçons sur la façon de filmer ce tour renforcent cette théorie et font croire que cette méthode a été employée. Une vidéo publiée il y a 14 ans suggère que, grâce à la répétition, David Copperfield aurait pu lancer la balle précisément où il voulait ou avoir des complices au premier rang. Si Copperfield lançait la balle au premier complice, la sélection restante serait plus simple à manipuler car il n'aurait pas à la lancer par-dessus son épaule. Bien que non évoqué plus tôt, David aurait aussi pu utiliser plusieurs enregistrements préalables. Par exemple, si un complice lançait mal la balle ou si une autre personne l'attrapait. Un autre enregistrement préalable pourrait être utilisé pour maintenir l'illusion. Si un autre groupe attrapait la balle, 4 personnes différentes pourraient vite figurer dans la séquence avec seulement le Polaroid dupliqué et les initiales TS. Les initiales peuvent désigner n'importe qui, homme ou femme. Après la photo, l'assistant pourrait la remplacer par le Polaroid original, utilisé dans la séquence préenregistrée. N'est-il pas étrange que l'un des points clés du tour, la signature du Polaroid permettant une vérification via capture d'écran, ne montre pas clairement qu'elle écrit son nom ? Pour les initiales sur le bras de David Copperfield, certains pensent qu'il pourrait facilement les reproduire avec de l'entraînement, puisqu'il s'agit seulement de 2 lettres. Cependant, l'épaisseur et l'emplacement précis des initiales sur le bras de Copperfield sont trop exacts pour n'être qu'une simple reproduction. Sauf si, bien sûr, les initiales de la séquence ont toujours été sur le bras de Copperfield. En d'autres termes,
le gros plan où on le voit écrire n'est qu'une illusion, un peu comme la façon dont on peut cacher des tatouages avec du maquillage. Les initiales sur son bras auraient pu être dissimulées de la même manière. Quand on voit TS écrire sur son bras, on ne voit en réalité pas la pointe du marqueur toucher sa peau, donc on suppose peut-être simplement que le marqueur fonctionne comme un marqueur normal. Beaucoup pensent donc que le marqueur contenait un liquide spécial agissant comme un démaquillant, avec une pointe en mousse noire libérant du liquide au contact de la peau de Copperfield, mais cette théorie présente une faille majeure. De nombreux spectateurs de ce spectacle en direct affirment avoir été sélectionnés et avoir participé en écrivant leurs initiales sur le bras de David Copperfield ou en dessinant sur le tableau eux-mêmes ou leur enfant. Deuxièmement, la preuve de l'utilisation de complices est davantage une supposition qu'une preuve concrète. Les lancers ont simplement été assez parfaits pour choisir les complices, tandis qu'un enfant tiré au hasard a réussi à reproduire parfaitement la lettre J 2 fois. Utiliser un enfant comme complice n'était pas judicieux, cela complique la reproduction. On peut s'attendre à ce qu'un adulte avec beaucoup d'entraînement puisse plus ou moins reproduire un dessin, mais faire cela à un enfant sur scène rend hautement improbable qu'il ait été un complice. Par conséquent, nous n'avons d'autre choix que d'accepter que les initiales sur le Polaroid signé montré à Hawaï sont bien exactement les mêmes que celles que nous avons vues sur scène, sans qu'aucune reproduction n'ait eu lieu à aucun moment. Alors, était-il vraiment sur une plage et tout en direct ? Pour une solution pratique et fiable, nous devons limiter les variables. Aucun fond vert, aucun complice pour le suivi, ni aucune reproduction ne peuvent être considérés comme une méthode pratique. Certains pourraient se dire que, puisque 15 secondes se sont écoulées entre leur disparition et leur arrivée sur la plage, le théâtre se trouvait peut-être près d'une plage ressemblant à Hawaï. Mais ce serait la dernière chose que Copperfield ferait, car tout le théâtre le saurait. Ensuite, ce tour a eu lieu à Memphis, Tennessee, alors qu'Hawaï est à 4000 km. La plage la plus proche est à Gulf Shores, Alabama, à environ 6 heures de route, 580 km. Cela signifie qu'il aurait dû organiser une alternative, comme une plage réaliste mais artificielle construite en coulisses ou sous le théâtre avec des vagues artificielles, du sable, de l'eau et un ciel d'apparence réaliste. Des vagues artificielles, de vrais palmiers et du sable pourraient être utilisés. Puisque les nuages sont vus en mouvement, le ciel devrait être un écran de rétroprojection. On projette une image sur un écran translucide, ce qui marche surtout pour des éléments grands ou flous comme le ciel, les montagnes ou les gratte-ciel, là où on n'attend pas de détails précis. Le cerveau ne s'attend pas à voir de détails fins sur des objets lointains, donc un écran vert n'est pas nécessaire, même si c'est théoriquement valable. En pratique, l'installation serait très complexe et devrait être soigneusement conçue pour sembler réaliste. Ce serait aussi extrêmement coûteux. Oui, David Copperfield est très riche, mais créer une plage artificielle pour chaque scène où il s'est produit, puisqu'il n'a pas fait ce numéro dans un seul théâtre, serait insensé. Transporter tout cela à chaque représentation serait impossible. Et oui, nous savons qu'il ne montre pas une vue complète à 360 degrés de la plage où il se trouve, mais pour dissiper tout doute sur la faisabilité, il suffit de considérer l'ampleur de la plage. Quand Michael s'approche du rivage, la plage paraît immense à côté de lui, suggérant qu'ils sont sur une vraie plage ou dans une séquence préenregistrée, ce qui crée une boucle logique. Quelle pièce du puzzle continuons-nous d'ignorer ? Voici le secret. Pour comprendre le secret derrière cette illusion complexe et comment le flux en direct est filmé. Prenons du recul et voyons cela du point de vue de l'équipe de tournage. Tout a été fait devant un fond vert et filmé en direct. Mais attendez, où sont Michael et David Copperfield ? Le direct commence par une séquence préenregistrée où ils apparaissent sur la plage. Quand Michael revient en courant de la marée, David sort et reste à l'écart. Vous verrez ensuite la caméra effectuer un zoom arrière, pendant lequel le vrai David Copperfield se place devant l'objectif, tandis que le caméraman veille à éviter tout chevauchement avec le Michael préenregistré. Au moment où ils font un zoom sur le bras de David Copperfield, David montre les initiales originales, et à ce moment-là, le Michael préenregistré s'éloigne, et le vrai Michael se place exactement à la même position, se tourne vers sa droite, sort le Polaroid signé, que David montre également alors que la caméra effectue un zoom avant. L'interaction entre eux se poursuit, donc le Michael préenregistré n'est pas encore dans la séquence préenregistrée. Mais juste au moment où la caméra effectue un zoom avant et se déplace légèrement vers la droite, Michael est prêt à sortir du cadre en même temps que David Copperfield, qui s'est déjà déplacé vers la droite lorsque la séquence préenregistrée montre le père de Michael en train de marcher. Et le Michael préenregistré apparaît.
Tout ce que vous voyez est préenregistré, même quand David Copperfield disparaît derrière le rideau. Passons maintenant aux détails techniques de la façon dont les images préenregistrées ont été filmées. Pendant la transition entre les images réelles et les images préenregistrées, la caméra de préenregistrement doit rester extrêmement stable, sans aucun zoom. Le zoom sur le panneau Polaroid et les initiales de David Copperfield est fait par la caméra en direct. Lorsque David et Michael ne sont pas à l'image, la caméra de préenregistrement peut zoomer librement, d'où le tremblement visible uniquement dans les séquences préenregistrées. De plus, vous verrez que le vrai David Copperfield et Michael ne sont jamais montrés en entier, ce qui confirme encore cette méthode. Leurs images sur la plage et Michael dans les vagues ont pu être tournées à Hawaï ou sur une plage similaire. Il n'avait pas besoin d'une vue complète, limitant la vidéo préenregistrée à environ 150 à 160 degrés. Certains diront qu'un fond vert n'a pas été utilisé, mais une rétroprojection lors du flux en direct. Cependant, voici le problème. Les fonds verts donnent des images plus nettes, sans les soucis de luminosité ou de distorsion fréquents avec la rétroprojection. Un bon éclairage assure une chrominance propre, alors que la rétroprojection gère mal la lumière ambiante. Les fonds verts intègrent aussi des graphiques en temps réel de façon fluide, idéaux pour des productions dynamiques. En revanche, la rétroprojection peut présenter des distorsions d'image comme le trapèze et une mauvaise précision des couleurs. L'équipe de David Copperfield a besoin d'accès pour synchroniser la vidéo en direct avec sa disparition. Le minuteur manipulable à l'écran est un signe clé d'utilisation d'écran vert, juste quand Michael s'apprête à courir vers la plage en direct. Le minuteur disparaît, renforçant l'impression d'un écran vert. David utilise toujours les dernières technologies, il serait donc illogique qu'il opte pour la rétroprojection, déjà dépassée à l'époque. Le cinéma professionnel utilisait déjà les écrans verts à cette époque. Les écrans verts étaient déjà couramment utilisés pour les images en direct, notamment dans les prévisions météo aux États-Unis dans les années 1970, soit 30 ans avant ce tour. Selon une théorie, seule la première partie de la diffusion en direct à Hawaï était réellement en direct, le reste étant pré-enregistré, comme l'indiquent les ombres sur le sable. Au début, des ombres marquées sont visibles, mais plus tard, elles disparaissent. Cependant, cette théorie est erronée, car les gros nuages visibles dans le ciel pourraient facilement bloquer la lumière du soleil, faisant disparaître les ombres temporairement. Il serait plus logique de se focaliser sur la longueur des ombres plutôt que sur leur disparition pour repérer des incohérences entre images en direct et préenregistrées. La séquence préenregistrée dure un temps fixe, mais la partie où l'assistant de Copperfield attend peut être ralentie sans différence notable car il n'y a pas de mouvement important. Une fois la disparition effectuée, la séquence peut revenir à une vitesse normale pour se synchroniser avec l'événement en direct. Le léger décalage de synchronisation est négligeable. L'utilisation des rideaux sur la plage permettait leur apparition sans devoir entrer à l'intérieur. Ils se cachaient simplement dans un grand trou creusé sur la plage, ce qui leur permettait de sortir au bon moment. Le trou leur permet de s'accroupir pour aligner leur tête au niveau du sol. Ils n'ont pas besoin que le trou soit aussi profond que leur corps, sinon ils auraient sans du mal à en sortir rapidement. En étant accroupis, ils n'ont qu'à se lever lorsque le rideau se lève et avancer vers la caméra, laissant le trou caché derrière eux. Cette vidéo propose un long miroir horizontal sur un côté de la plage comme couverture pour ramper, mais l'usage de miroir est illogique. L'illustration de la plage oublie des détails importants, tels que les palmiers et les assistants vus en direct. Pour que les miroirs fonctionnent, la caméra doit rester fixe, or elle bouge constamment. Les miroirs cachent ce qu'il y a derrière. Un miroir à droite masquerait les arbres et reflèterait l'assistant soulevant le rideau. Ainsi, les miroirs n'ont pas de sens. On peut aussi penser à des fils invisibles venant d'en haut, mais comme le haut de l'installation est visible, une entrée ou sortie par là est impossible. Arriver en marchant depuis l'arrière de la plage n'est pas réaliste non plus, car la vue est totalement dégagée et il ne pourrait pas parcourir une si longue distance en si peu de temps pendant que le rideau est levé. Toute tentative d'entrée par les côtés serait révélée. La caméra qui zoome après la disparition de Copperfield confirme encore plus la présence d'un trou sous terre. Notez que le rideau n'est retiré qu'au moment du zoom, sinon le trou aurait été visible. En zoomant et en inclinant à gauche lors de l'ouverture du rideau, il masque habilement le trou à droite de l'écran par diversion. Passons maintenant à la partie la plus intrigante de l'illusion. La disparition de la plateforme. Comment a-t-elle été réalisée si parfaitement ? On sait que la plateforme mesure 5 cm d'épaisseur et qu'un miroir convexe permet de voir devant et derrière.
Des câbles métalliques relient deux piliers comme sur un pont suspendu. Après la chute des rideaux, 15 secondes passent avant qu'une sirène retentisse et qu'ils disparaissent. Aucune astuce de caméra n'est impliquée, cela n'explique pas ces spectacles en direct. La seule façon dont ils auraient pu quitter la plateforme était de suivre ce chemin, mais ils n'auraient pas pu sortir pendant que le rideau les recouvrait. De façon suspecte, au lieu de filmer de côté comme quelques instants auparavant, la caméra est fait passer à une vue de face. De plus, vous remarquerez aussi que des cierges magiques obscurcissent complètement le chemin emprunté par le rideau. Pendant la disparition, le chemin entre leur position et les piliers est resté visible, bloqué seulement quand le rideau a été tiré. Réfléchissez, pourquoi David Copperfield n'a-t-il pas juste laissé tomber les rideaux comme pour son illusion de la Grande Muraille de Chine ? La disparition aurait été aussi impressionnante, voire plus. Dans cette illusion, il s'est caché dans la base de la plateforme quand les rideaux sont tombés. Observons la plateforme occupée par David et Michael. Un petit espace pourrait théoriquement les cacher seulement s'ils étaient très petits, car la moitié supérieure de leur corps resterait visible, même avec des miroirs reflétant les lumières pour créer une illusion de transparence. Cependant, on peut clairement voir le rideau et le cierge magique à travers la plateforme depuis la vente. Donc cela explique pourquoi les rideaux ne sont pas tombés, car ils ne se sont tout simplement pas cachés à l'intérieur de la base de cette plateforme comme un abri temporaire, puisque l'explication ne mène à rien une fois qu'ils se cachent à l'intérieur. Le rideau seul les protégeait. Retirés, ils ne pouvaient donc plus fuir. Selon une théorie, le pont serait en matériaux élastiques, s'étirant pour accueillir David et Michael, avec des fils les tirant. Cependant, cette théorie ne tient pas car il n'y a aucune bosse ou protubérance visible lorsque le rideau sort. Certains soutiennent que le matériau noir masque la bosse, mais cela n'a de sens que de dessus. Mais ici, nous voyons au niveau du quai et même en utilisant le ralenti, rien n'est de visible. Prenez un instant pour considérer la taille de David et Michael, ce sont des adultes pleinement développés. S'ils passaient horizontalement, la bosse serait grande et visible de loin. Nous observons sous l'angle idéal pour voir une distorsion, mais rien n'apparaît. À ce stade, il est clair qu'ils ont été tirés avec le rideau. En fait, pendant un bref instant, on aperçoit la tête de quelqu'un en position horizontale. Les câbles de suspension n'entraveraient-ils pas ce mouvement ? Ici, on voit clairement que les câbles de suspension ne sont pas sur le trajet de la sortie à travers le pont. La finesse de la plateforme indique le moment de tout mouvement soudain. La plateforme se soulève quand le poids des deux adultes disparaît, au moment où le tissu est retiré. Cela montre clairement qu'ils ont été tirés avec le rideau. Être tirés avec le rideau signifiait qu'ils devaient être déplacés sur un chemin droit sans heurter les piliers, ce qui se produirait avec un seul câble, même centré entre les piliers. La secousse soudaine risquerait de les faire heurter les piliers, un danger évident à éviter. Maintenant, le rideau était relativement à une faible hauteur au-dessus de la surface, et on remarque la tête de l'un d'eux à ce moment-là, ce qui signifie qu'ils étaient transportés horizontalement. Cela signifie qu'une méthode extrêmement sûre doit être utilisée, permettant même aux acteurs de la réaliser, au lieu de faire appel à des doublures dans les films. Dans Men in Black International, un extraterrestre jette l'agent dans un escalier. Les réalisateurs créent ce mouvement violent avec le tirage à cliquet. Lors d'un tirage à cliquet, un cascadeur est fixé à des câbles reliés à un vérin pneumatique qui le projette en arrière, en avant ou en hauteur. Plus vous appuyez, plus ils iront loin. Vous pouvez voir les 3 câbles qui le transportent au-dessus du sol et le ralentissent avant l'impact. Un mécanisme similaire a servi pour le vanish. Au lieu de porter des harnais pendant que le rideau était tiré, ils les portaient déjà sous leurs vêtements. Puis, dès que le rideau était tombé, David Copperfield a attrapé la lumière pour la faire tourner pendant que Michael accrochait le crochet à lui et à David. Cela explique pourquoi l'ampoule bougeait derrière le rideau jusqu'au tout dernier moment où le rideau a été tiré. Ils se sont échappés sous la couverture du rideau lorsqu'il a été enlevé, ni avant ni après. Regardez ici, vous verrez 2 rousses blanches en plastique. Ces roulettes permettent aux poutres métalliques verticales de glisser et de s'ouvrir, libérant de l'espace sous le rideau qui recouvre la cage. Cette méthode assure un déplacement rectiligne, les 3 fils étant reliés pour un mouvement bidimensionnel. Cela soulève toutefois la question de la sécurité d'être tiré par des fils à cette vitesse. Pour comprendre, nous devons calculer la force G. Les variables clés sont l'accélération et la gravité. Pour calculer l'accélération, il faut connaître la distance parcourue par David Copperfield sur la plateforme et la durée correspondante. On peut estimer la distance en prenant une vue latérale de la plateforme et en utilisant la taille de David Copperfield en 2001 pour comparer sa hauteur à la longueur de la plateforme.
La longueur du trajet qu'ils ont parcouru est d'environ 24 pieds, soit 7,32 mètres, et le temps était de 0,75 secondes, ce qui donne une force G de 2,65 grammes, similaire à celle des montagnes russes. Cette force G est sans danger sur de courtes périodes, étant 3,4 fois inférieure à la force potentiellement mortelle de 9 G. Il faut noter que la force G ne dépend pas du poids de Copperfield ni de Michael. Ayant été tirés ensemble, ils ont ressenti la même force grâce à la même accélération et au même câble. Pour plus de sécurité, un coussin gonflable pourrait être installé à l'atterrissage, là où il se détache en des câbles et entre dans un studio fond vert. Là, ils exécuteraient les parties répétées du tour avec des preuves en temps réel provenant du théâtre. L'illusion risquée de la scie à tête. Jamie Raven, célèbre magicien de Britain's Got Talent, a déjà réalisé une illusion dangereuse avec une lame de scie tournante. Il a demandé à un volontaire de mettre sa tête dans les entraves pendant qu'il les verrouillait, bloquant tout mouvement. Il a alors enlevé le tissu couvrant la lame de scie, dévoilant le tour dangereux à venir. Il a placé un seau sous sa tête, a démarré la lame de scie et l'a poussée directement sur son cou. Mais étonnamment, malgré le mouvement de la lame de scie, il ne lui s'est rien arrivé. Alors comment a-t-il fait ? Je parie que vous avez d'abord pensé que la lame était truquée d'une façon ou d'une autre. On la voit bien tourner. Il est donc possible que le haut de la lame tourne séparément, tandis que le bas se replie en passant sur le cou de la volontaire. On voit clairement qu'après avoir arrêté la lame, les parties inférieures et supérieures forment une seule plaque solide. Vous pourriez penser que la volontaire a esquivé la lame en baissant le cou sous la scie tournante. Mais ce n'est pas non plus le cas, car on voit ici les dents de la scie pendant qu'il fait glisser la lame. Les dents n'évitent en aucun cas le cou de la volontaire, et elle est dans une position telle qu'elle ne pourrait même pas baisser son cou, même si elle le voulait. Ce n'est même pas une assistante de magicien. C'est l'animatrice de l'émission, et elle ignorait à l'avance ce qui allait se passer, donc l'accessoire devait éviter son cou. Écoutez attentivement au moment où la lame de scie commence à tourner. Maintenant, je veux que vous compariez ce son avec celui d'une vraie lame de scie en rotation. Vous remarquerez une différence immédiate. C'est parce que l'accessoire produisait un bruit de cliquetis constant à intervalles fréquents. Oui, la lame ne tourne pas, mais aussi, en fait, un peu comme fonctionne une scie à plâtre. Les scies à plâtre sont des scies spéciales avec une lame rotative, mais ce qui est unique avec cette lame, c'est qu'elle ne coupe jamais la peau humaine, même en la touchant. Ce mouvement oscillant lui permet de couper à travers le matériau dur et rigide d'un plâtre, mais il est moins efficace sur des matériaux plus souples et flexibles comme la peau humaine. Le principe clé est que le matériau dur du plâtre résiste au mouvement de va-et-vient, ce qui permet à la lame de le couper. La peau humaine, souple et flexible, absorbe le mouvement oscillant sans se couper. Cela signifie que cette courroie d'entraînement que nous voyons, apparemment reliée du moteur à la lame de scie, est présente uniquement pour donner l'illusion que la lame tourne en colorant une partie en blanc. Mais savoir que la lame de scie vibre ne répond toujours pas à la question de savoir comment elle a complètement évité le coup du volontaire. Remarquez que cette partie en bas à gauche de la lame n'est pas visible auparavant car elle est couverte par ce panneau d'arrêt d'urgence. Et une fois qu'elle passe de l'autre côté, cette partie n'est également plus visible. Bien que la lame soit faite d'une seule plaque d'acier solide, ce n'est pas une lame de scie complète, et elle a une encoche semi-circulaire découpée dedans. Comme la lame oscille, cette encoche semi-circulaire reste cachée dans une section pendant que la lame oscille sur un petit angle de mouvement. En poussant la lame de scie, le magicien fait pivoter l'encoche au-dessus du cou, sa main droite cachée derrière l'accessoire. Oscillant en même temps, elle masque l'encoche dans cette partie de l'accessoire à la fin de l'illusion. Le fameux tour de cartes impossible de David Blaine chez Jimmy Fallon est l'une de ses vidéos les plus virales, comptant plus de 36 millions de vues sur sa chaîne. Dans ce tour, David Blaine mélange un jeu de cartes à la main en le rifle-shufflant 3 fois pour garantir un bon mélange. Il demande alors à Jimmy de retirer 5 cartes, sans que David les voie. Il demande à Jimmy de choisir une carte parmi 5, puis les mélange derrière son dos. David demande alors à Jimmy de se concentrer uniquement sur la carte qu'il a choisie pendant que David énonce les 4 autres cartes, une par une, les posant sur la table au fur et à mesure qu'il les nomme. À la fin, Jimmy tient sa carte, que David devine aussitôt. Donc Jimmy Fallon est-il complice du tour ? Non. Ce tour repose sur une méthode très astucieuse de manipulation des cartes. Si votre première pensée a été que David a utilisé un jeu de cartes arrangé,
Alors vous êtes sur la bonne voie. Mais cela n'explique pas comment David Blaine a effectué un mélange américain avec un pont avec ce même jeu, non pas une, mais 2 fois, ce qui contredit évidemment tout l'intérêt d'utiliser un jeu arrangé. David a également réalisé ce même tour avec un groupe d'étudiants universitaires. Lors de cette performance, il a utilisé un jeu emprunté au lieu du sien. Donc si David Blaine utilise un jeu arrangé, alors il n'y a aucun moyen qu'il puisse réaliser ce tour avec un jeu emprunté. Deuxièmement, il a utilisé une pile mnémonica. Mais pourquoi cette pile est-elle si spéciale ? En observant bien sa performance, on remarque que les cartes sont classées de l'as au roi par couleur, ce qui prouve qu'il a utilisé un paquet neuf. Cependant, il réarrange le jeu et effectue plusieurs mélanges pharaon avant de commencer sa performance. Ces mélanges ne sont pas aléatoires, ils organisent l'ordre du nouveau jeu en pile mnémonica. Pour ceux qui souhaitent apprendre ces mélanges, j'ai mis le lien du tutoriel ci-dessous. En résumé, le contrôle implique des comptages de cartes et des mélanges pharaon, mais David n'a-t-il pas fait un mélange à la française et perdu la pile ? Si vous regardez attentivement les mains de David Blaine, vous remarquerez que même s'il semble effectuer un mélange à la française et entrelacer les cartes, juste avant d'essayer de faire le pont, les paquets sont immédiatement séparés. Un seul paquet est plié avec le pouce droit pour simuler l'entrelacement des cartes. Vous avez en fait vu un faux mélange appelé faux mélange d'Einstein. Ici, vous voyez un paquet en ordre 9, un mélange américain et un pont de faites à vue, trompant totalement nos yeux. Mais en retournant le paquet, la séquence des cartes reste exactement la même. Le secret, les cartes sont battues par une extrémité, rendant l'illusion crédible pour le spectateur de face. Depuis la vue exposée, vous pouvez voir un espace clair ici, dont on profite pour désentrelacer les 2 paquets, après quoi l'un des paquets est relâché d'un coup sec pour donner l'impression que les cartes s'entrelacent, comme on s'y attendrait lors d'un pont juste après un mélange américain. Savoir que David a effectué un faux mélange rend tout beaucoup plus facile à suivre. À ce moment, quand il demande à Jimmy Fallon de tirer des cartes, il ne lui laisse pas choisir n'importe quelles 5 cartes. Au lieu de cela, il donne des instructions précises pour prendre un groupe de cartes. Prends environ 5 cartes. Un petit groupe comme une main de poker, c'est 5. Ne laisse personne les voir, juste toi. En prenant un groupe de cartes et en coupant immédiatement le paquet, ce que vous pouvez clairement voir David Blaine faire ici en plaçant le dessus de l'éventail en bas, il a seulement besoin de jeter un coup d'œil à la toute première et à la toute dernière carte du paquet dans sa main pour savoir quelles sont les 5 cartes consécutives que Jimmy a. Ici, on voit clairement que la carte du bas, dans la main gauche de David Blaine, est le 7 de pique. Dans l'ordre mnémonica, après le 7 de pique viennent le 10 de cœur, l'as de carreau, le 4 de pique, le 7 de cœur et le 4 de carreau. Si vous avancez jusqu'à ce que Jimmy révèle les 5 cartes, ce sont bien celles qu'il avait tout le temps. David a alors regardé la carte du dessus et celle du dessous de son paquet, prétextant demander à Jimmy d'en faire autant. Mais il se peut qu'il vous reste une question en tête. Bien que David Blaine savait quelles étaient en hanté les 5 cartes que Jimmy Fallon tenait, cela n'explique pas comment il a su exactement quelle carte Jimmy avait choisie parmi les 5 et à laquelle il pensait simplement. La méthode derrière cela est extrêmement astucieuse. Regardez ceci. Pensez précisément à votre carte et faites-le maintenant. Mettez-la derrière votre dos, mettez-la derrière votre dos. Non, tout le paquet derrière votre dos. Notez que David Blaine demande de la placer derrière votre dos. Cette instruction amène intentionnellement le spectateur à penser qu'il doit mettre la carte à laquelle il pense derrière son dos. Dès qu'il commence à tirer sa carte à moitié, il révèle la position de la carte qu'il avait choisie dans son esprit en donnant un indice physique. Grâce au jeu de mots astucieux de David Blaine, cette instruction est ensuite suivie d'une instruction immédiate. Pensez à toutes les cartes, mais pensez spécifiquement à la vôtre et faites-le maintenant. Mettez-la derrière votre dos, mettez-la derrière votre dos. Non, tout le paquet derrière votre dos et mélangez-le. Pour masquer cette incompréhension, demandez-leur de mettre toutes les cartes derrière leur dos et de mélanger la séquence. À ce stade, il n'importe plus qu'ils mélangent les cartes derrière leur dos, car les 5 cartes initiales qu'ils avaient en main ne devraient pas être mélangées. Mais dans sa prestation au Tonight Show, on remarque quelque chose de louche. Regardez ceci. Mettez les cartes derrière votre dos. Vous verrez quand David Blaine s'éloigne de Jimmy. Il semble dire quelque chose, mais ensuite on voit une coupure immédiate de la caméra. Cette coupe a été faite par les producteurs du Tonight Show pour cacher cette méthode astucieuse que David Blaine a utilisée pour découvrir à quelle voiture Jimmy pensait. Comme sa performance avec les étudiants n'a pas été coupée, nous avons clairement vu sa méthode sournoise.
L'illusion de disparition par le feu de Drummond Money Coutts. Drummond Money Coutts, plus connu sous le nom de Drummond Money Coutts, a réalisé une incroyable évasion du bûcher. Il s'est approché du bûcher, s'est fait enchaîner avec seulement un trombone pour tenter de s'évader. Ensuite, on lui a versé de l'essence et tracé une spirale de poudre à canon autour de lui. Un volontaire a été invité à allumer une extrémité de la poudre à canon et le compte à rebours a commencé. Chaque seconde, le feu approchait tandis qu'il tentait de fuir. Il a crocheté la serrure d'une main, mais n'a pas pu retirer la chaîne de son cou, ce qui l'a enflammé. Voici le rebondissement. Alors que les assistants tentaient d'éteindre les flammes avec des extincteurs, Drummond Money Coutts a disparu dans le nuage de fumée. Mais où est-il allé ? Eh bien, nous savons avec certitude qu'il ne s'est pas simplement volatilisé dans les airs. Une observation rapide de son environnement montre qu'il se tient complètement à découvert et qu'il n'était vraiment caché par rien, à part ses gros rochers. Il est assez évident qu'il ne peut tout simplement pas ressortir sans être vu. De plus, le public est installé en petits groupes d'un côté. Habituellement, dans les tours où le magicien disparaît, il le fait derrière un rideau ou un drap pour masquer sa sortie. Certains diront que ces spectateurs sont des acteurs et que Drummond Money Coutts a simplement couru vers le rocher pendant que la caméra filmait au sol et qu'on lui pulvérisait l'extincteur. Mais vous oubliez que s'ils n'étaient vraiment pas de vrais spectateurs, Drummond Money Coutts les aurait fait se placer tout autour de lui, pas seulement devant lui à un angle particulier. Criss Angel a, par exemple, fait sa disparition dans une casse entourée de spectateurs et de volontaires choisis au hasard qui l'observaient et participaient. Il se tenait tout autour de lui lors de son numéro particulier où il a disparu. Ici, il a utilisé la méthode classique du rideau, mais aussi un miroir. Mais comment exactement ? Lorsque le tour commence avec le magicien qui monte sur une dalle, toutes les personnes au sol, y compris un homme en chemise jaune fluo à l'arrière, ont des ombres visibles. Après une coupure de caméra, l'ombre de l'homme en chemise fluorescente change d'angle. C'est parce que le magicien a placé un miroir sous la dalle entre deux supports, hors caméra. Le miroir cache les objets derrière le magicien, tandis qu'un homme au costume similaire se tient devant, créant des reflets qui font croire que l'homme et le tonneau sont derrière le magicien, malgré des ombres et couleurs différentes. Après la coupe de montage, la forme du sol et la couleur du tonneau changent légèrement. Quand les assistants baissent le rideau, le magicien quitte la dalle et se cache derrière le miroir. De même, dans une autre illusion classique, des personnes entourent ce soir le magicien qui va faire apparaître un éléphant derrière un rideau. Les spectateurs sont des acteurs qui participent également à l'illusion. Faire entourer le magicien par les gens vise à convaincre les téléspectateurs de l'illusion, alors qu'en réalité, ils font passer l'éléphant derrière le rideau sous les yeux de tous. La caméra est positionnée pour que le rideau cache l'arrivée de l'éléphant, mais ici, Drummond Money Coutts a utilisé des extincteurs à la place. Il y a une raison logique pour laquelle les magiciens utilisent normalement des rideaux et non des extincteurs, car les rideaux sont opaques et ne révèlent donc pas ce qui se passe derrière eux. Avec les extincteurs, le nuage est d'épaisseur inégale. Faire cette illusion la nuit avec le feu comme seule lumière rend l'arrière-plan très lumineux et le complique. Au lieu d'aider Drummond Money Coutts à disparaître, cela crée une ombre assez sombre pour être vue à travers le nuage de l'extincteur. Comme ces images sont enregistrées, nous pouvons examiner de près et voir ce qui se passe. Dans le tour de Drummond Money Coutts, il ne pouvait pas retourner derrière les rochers, ni monter, ni aller ailleurs, sauf descendre, et c'est exactement ce que nous observons lorsque le nuage de l'extincteur tente de le cacher. Remarquez qu'au début, il a les bras tendus vers le haut, puis il pointe ses mains vers le bas. Dans l'ombre sur le nuage, on le voit accroupi comme une grenouille, ses mains semblant chercher au sol. Mais si l'on regarde le sol depuis l'angle de vue du dessus, il y a quelques secondes, lorsqu'il était attaché, on ne voit aucune sorte de trappe à cet endroit. Alors, qu'essayait-il exactement d'attraper ? Eh bien, la trappe est cachée et camouflée à la vue de tous. Ici, vous pouvez voir dans cette illustration qu'il y a un tissu qui a été conçu de manière à ce qu'un adhésif ait été appliqué dessus. Ensuite, de la terre et des pierres identiques à celles du sol ont été superposées, aidant à camoufler la trappe dans l'environnement. Ce tissu a pris une forme structurelle grâce à un couvercle en bois auquel il est fixé. Drummond Money Coutts s'est accroupi, les mains jointes, pour se relever et sauter dans un trou creusé dans le sol. Ainsi, dans l'ombre sur le nuage, on l'aperçoit accroupi quelques millisecondes, puis la base du nuage s'assombrit, car la lumière du feu a été brièvement masquée lorsqu'il a soulevé le couvercle pour sauter dans le sol. La fermeture soudaine du couvercle, alors que le nuage d'extincteur persistait, a aspiré une partie du nuage dans le sol.
Ainsi, le nuage flotte juste au-dessus du sol. Si vous vous demandez pourquoi les vêtements d'Ilia ne fondent ni ne brûlent lors des cascades de feu, c'est parce que les cascadeurs portent plusieurs couches de protection. Ils portent généralement 3 couches de sous-vêtements ignifugés, imbibés d'un matériau retardateur de flamme appelé Zell-Gel. Par-dessus cela, ils ajoutent encore 3 couches supplémentaires. Un imperméable, une combinaison ignifugée et une fine en coton. Zell-Gel est appliqué sur toute peau exposée, selon Ralig Earlam, coordinateur des cascades de Game of Thrones. Le timing est crucial lors des cascades en feu. Les cascadeurs ne peuvent pas être complètement entourés de flammes pendant plus de 15 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sortez, sortez, sortez! Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Pensez aussi à vous abonner. Cela aide à faire grandir cette chaîne. Le tour de téléportation de citron de Dynamo. Dans ce tour, Dynamo prend un citron, le place sur l'étagère du haut bien en vue, puis s'en éloigne. Après avoir montré que ses mains sont vides, il les joint et, comme par magie, en un instant, le citron se téléporte directement dans ses mains jointes. Alors, comment a-t-il réalisé ce tour ? Si nous analysons la vidéo attentivement, vous remarquerez certaines choses de très étranges qui rendent ces images de la performance elle-même très douteuses. Le citron que Dynamo pose sur l'étagère diffère beaucoup de celui visible après la coupure, montrant les spectateurs. En zoomant et en comparant les deux citrons, on remarque une différence de taille évidente. Après la coupure de la caméra, il semble nettement plus gros et la luminosité change aussi. Même si cela paraît continu, les ombres sur le citron placé avant la coupure sont bien plus naturelles que celles après la coupure, qui semblent déplacées et dont la position est nettement plus proche qu'avant qu'il ne le pose sur l'étagère. De plus, au début, lorsqu'il a pris le citron et qu'il marchait vers l'étagère, nous avons remarqué qu'un pli s'est formé à l'arrière de sa chemise, au niveau du jean qu'il porte lorsqu'il s'est levé. Alors qu'il marche, le pli garde sa forme, mais immédiatement après la coupure de la caméra, le pli paraît complètement différent. Même l'éclairage sur sa chemise change soudainement, alors qu'avant la lumière naturelle l'éclairait. Ensuite, une lumière jaune brille au-dessus de lui, de même sur l'étagère. En marchant vers l'étagère, on peut clairement voir la lumière de la fenêtre derrière se refléter sur l'étagère, alors qu'après, le reflet disparaît complètement. Cela prouve que cette séquence particulière, où on le voit poser le citron sur l'étagère, puis apparemment regarder vers les spectateurs à la table, a été filmée séparément, plus tard dans la même journée, alors qu'il n'y avait personne d'autre que Dynamo et ses caméramens. Dynamo a seulement fait semblant de regarder les spectateurs dans cette séquence à ce moment-là. Souvent, quand je mentionne les coupures de caméra pendant un tour de magie, beaucoup de spectateurs disent qu'elles n'existent pas dans la vie réelle. Ainsi, les spectateurs doivent aussi être complices. Pour dissiper la confusion, il faut savoir que les magiciens comme Dynamo, qui font de la magie à la télévision, montent, et refilment souvent des segments après la performance pour que l'effet paraisse meilleur qu'en direct. Les réactions des célébrités et spectateurs proviennent de performances en direct, sans trucage. Cela signifie que le tour du citron se téléportant dans ses mains, vu en direct par les spectateurs, a été amélioré. Tout flash accidentel a été supprimé en post-production ou refilmé, puis intégré aux images en direct. Pendant les images en direct, Dynamo a vraiment ramassé le citron, s'est dirigé vers l'étagère et l'a discrètement placé dans ce panier en dessous. Si on ne voit pas le citron placé dans le panier, c'est parce que la caméra ne filme que son dos. Ensuite, il replie un rabat auto-fermable avec une image de citron découpé, déjà sur l'étagère en position verticale. De face, cela ressemble à un vrai citron, mais de l'arrière, il est noir pour se camoufler avec l'étagère lorsqu'il est aplati. Voilà pourquoi le citron, vu avant et après la coupure de la caméra, était différent. Le public en direct n'a pas vu le moment où il a placé le citron sur l'étagère, car cela a été filmé plus tard. En temps réel, il voyait juste un rabat en forme de citron découpé. Notez bien, les spectateurs ne reconnaîtraient pas le citron comme une fausse image à cause de sa position à distance et en hauteur. Il est difficile de distinguer le vrai citron d'une image découpée, sa main gauche reposant sur sa cuisse. Lorsqu'il bouge sa main, son pouce presse un faux citron en mousse qu'il tient d'abord entre ses mains, puis il ouvre progressivement les doigts pour révéler le citron dans sa main au moment même où le rabat se referme. Mais attendez une minute, on voit ses doigts complètement ouverts et à l'image suivante, le citron apparaît soudainement.
Comment parvient-il à faire apparaître le citron en 1 seconde dans sa main et en même temps à le faire disparaître de l'étagère sans que l'on puisse voir le mouvement du rabat, même en ralentissant la vidéo image par image? En zoomant simplement sur les doigts de Dynamo et en avançant ou reculant d'une image, on remarque un masquage flou entre ses doigts qui recouvre légèrement son annulaire. Oui, Dynamo a modifié cette partie avec des effets spéciaux, masquant le citron pendant une image, puis retirant le masque à l'image suivante pour donner l'illusion que le citron apparaît instantanément dans sa main, tentant ainsi d'améliorer l'illusion. La même méthode a servi à enlever le citron de l'étagère, mais cette fois, ils ont juste supprimé une image, d'où le saut soudain de la caméra de gauche à droite. Enfin, comme le citron qu'il tient dans ses mains est un faux jouet en mousse, il ne l'a pas donné au spectateur pour qu'il l'examine, et il est simplement parti. Le duo télépathe à America's Got Talent. Le célèbre couple de médiums a montré ses pouvoirs psychiques et surpris les juges de Britain's Got Talent devant le public. Ils ont lancé le spectacle en invitant Ant et Dec sur scène pour vérifier le bandeau et s'assurer que Marina ne portait pas d'écouteurs. Ensuite, Marina a mis le bandeau et James a demandé à Amanda de sortir un objet de son sac devant les juges. Amanda a donné un chargeur et un parfum. Sans un mot, James a transmis télépathiquement les détails du premier objet. Marina l'a identifié par lecture de pensée, pendant qu'Ant et Dec vérifiaient qu'elle ne trichait pas. James a ensuite pris le flacon de parfum et l'a senti, et à ce moment-là, Marina a correctement identifié qu'il s'agissait d'un flacon de parfum. Ils ont demandé à Amanda et Simon d'échanger une pensée par télépathie. Marina a demandé à Amanda de choisir un nombre, entre 1 et 100, correspondant à un pays sur une liste affichée sur un téléphone. Amanda a choisi l'Italie comme pays. James a demandé à Simon de se lever et de se boucher les oreilles. Simon a alors entendu quelque chose dans sa tête. James lui a demandé d'écrire ce qu'il avait entendu sur le tableau blanc. Lorsqu'Amanda a annoncé le pays qu'elle avait choisi, il s'est avéré que Simon avait entendu exactement le même pays dans sa tête. Sont-ils de vrais médiums ou seulement des magiciens? Si vous pensiez que le bandeau que portait Marina était un modèle Bluetooth, similaire à ceux que l'on trouve sur AliExpress, et qu'elle recevait des informations sur l'objet remis par les juges grâce à un assistant en coulisses qui regardait tout via des caméras, eh bien malheureusement ce n'est pas ce qu'elle a fait, car il s'agissait d'un simple bandeau ordinaire. De plus, les juges ne sont pas complices, et les objets qu'elle a sortis de son sac à main étaient entièrement son propre choix et lui appartenaient Ant. Pendant tout le temps où Marina essayait de deviner grâce à ses capacités psychiques quel objet il tenait, il y avait un silence complet. Donc non seulement elle ne pouvait recevoir aucune information visuelle, mais elle ne recevait non plus aucune information sonore en temps réel. En rembobinant de quelques secondes et en écoutant ce que James dit après avoir pris un objet, vous comprendrez vite la situation. Marina, tu vas me dire ce que c'est maintenant. Écoute maintenant ce que James a dit quand il a pris le deuxième objet. D'accord, et qu'est-ce que c'est? Oui, ce que tu as entendu était du code, déguisé en question ou en ordre. Si on remonte tout au début de la performance et qu'on écoute ce que James a à dire. Amanda, si tu as des choses nouilles dans ton sac à main, sors-les maintenant, s'il te plaît. Plus c'est obscur, mieux c'est. En demandant aux juges de sortir des objets de leur propre sac à main, et pas simplement n'importe quel objet dans la poche de quelqu'un ou ce que quelqu'un portait, ils ont en fait réduit les options à identifier. Voici 30 objets courants présents dans le sac à main ou la pochette d'une femme, couvrant les soins personnels, la sécurité, la commodité et les activités quotidiennes. Chacun de ces objets a une question ou une affirmation qui lui est attribuée comme mot de code. Par exemple, si elle avait sorti un désinfectant, James aurait demandé à Marina « Tu sais ce que c'est ?» Si elle sortait du chewing-gum ou des bonbons à la menthe, il lui aurait demandé « Comment identifierais-tu ça ?» Voici des exemples illustrant l'association d'une phrase codée à un objet spécifique. Gardez à l'esprit que leur liste de codes sera différente. La liste que vous voyez maintenant sert uniquement à vous aider à comprendre. La méthode de codage préparée entre Marina et James utilise également le silence comme réponse afin de réduire le nombre de phrases associées à un objet spécifique et d'avoir ainsi 2 objets associés à une seule phrase codée. Par exemple, ici. Je pense. Ai-je raison? Est-ce que je peux presque le goûter? As-tu remarqué qu'elle vient de décrire un flacon de parfum comme si c'était quelque chose à goûter, ce qui signifie qu'elle ne l'affirmait pas comme un fait, mais qu'elle posait indirectement, devant tout le monde, une question à James pour savoir si c'était correct ou non. C'est
Oui, je le sens maintenant. Comme il restait silencieux, elle a compris l'échec et a dû passer vite à leur deuxième option, prétendre sentir un parfum et le décrire. Puis-je presque le goûter? C'est... Oui, je peux le sentir maintenant, c'est un parfum. Supposons qu'Amanda ait sorti un encas. Alors, lorsque James demande à Marina « Qu'est-ce que c'est ?», Marina dira encore une fois la même chose, c'est-à-dire qu'elle peut presque le goûter. En jugeant par la réaction du public, qui est étonné, et en même temps par sa réponse affirmative, cela l'aidera à savoir que c'est un encas. C'est une technique également utilisée dans la lecture à froid, où le médium ou mentaliste commence par lancer des affirmations et des questions générales, ou des noms généraux. Si quelqu'un dans le public se reconnaît dans ce nom, le médium se concentre immédiatement sur cette personne, comme s'il l'avait cherché dans le public depuis le début. En réalité, les informations générales données par le médium sont ensuite précisées et détaillées par les volontaires eux-mêmes lorsqu'ils répondent aux questions posées par le médium ou le mentaliste. Par exemple, dans cette démonstration, Tout le monde, j'espère pouvoir établir un lien avec quelqu'un ici ce soir et faire venir un être cher du monde des esprits. Maintenant, quelqu'un ici ce soir, soit s'appelle Monsieur Taylor, soit le nom Taylor a un lien étroit avec vous. le médium énonce plusieurs choses qui, bien qu'elles puissent sembler spécifiques, sont en réalité des descriptions très vagues. Elle a fait 2 déclarations. Dans la première, elle a affirmé qu'une personne portant le nom de Monsieur Taylor était présente, tout en sous-entendant en même temps que quelqu'un pouvait se reconnaître dans ce nom, ce qui rend la chose encore plus vague. Elle utilise à son avantage la réponse du volontaire choisi au hasard et la revendique comme étant sa propre lecture médiumnique en déclarant ceci. Le nom de jeune fille de ma mère est Taylor. Parce que vous voyez, j'ai un monsieur ici qui est clairement lié à ce nom. Sa façon de l'identifier comme son grand-père pourrait vous surprendre. Avec un peu d'analyse, vous verrez vite qu'elle n'a pas précisé s'il s'agissait du père de sa mère ou de celui de son père. De plus, puisqu'elle parle de quelqu'un qui est décédé, sa première supposition est de souvent un homme âgé. C'est parce que les hommes ont généralement une espérance de vie plus courte que les femmes. Cette différence s'explique par divers facteurs, dont des influences biologiques, comportementales et sociales. Biologiquement, les hommes risquent davantage certaines maladies, comme les maladies cardiaques. Comportementalement, les hommes adoptent plus souvent des comportements à risque, comme fumer, boire excessivement ou pratiquer des activités physiques dangereuses. Sur le plan social, les hommes sont souvent moins enclins à demander de l'aide médicale ou à suivre les conseils des professionnels de santé. Ces facteurs expliquent entre la durée de vie généralement plus courte des hommes que des femmes. Avec la lecture à froid, rester vague rend la précision difficile, et plus on essaie d'être précis, plus cela complique la spécificité. Les risques d'échec augmentent. Qui est Jimmy? Tu sais qui est Jimmy? Je n'arrive pas à imaginer un Jimmy. James? Attends une minute. Tu sais qui est Doris? Non, je n'arrive pas à imaginer ça non plus. D'accord. En fait, elle s'est trompée en demandant s'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Jimmy, puis elle a commencé à proposer d'autres prénoms courants de l'ancienne génération, mais elle tombait toujours à côté. Après avoir abandonné, la légende James Randi a interrogé le public pour vérifier sa réelle précision. Eh bien, je veux que nous examinions attentivement les liens que vous dites avoir établis. Faisons un vote. Combien de personnes ce soir se reconnaissent dans le nom Taylor? Environ 30%. Et maintenant, combien de personnes peuvent s'identifier à la condition du grand-père? Environ 55%. En résumé, un tiers se reconnaissent dans le nom Taylor et plus de la moitié au détail du grand-père. C'est intéressant. Les déclarations de Maureen paraissent plus générales que ce que vous pensiez avant le vote. Maintenant, pour revenir à la performance du couple de médiums utilisant des mots de code et de bonnes capacités de mémorisation, cela les aide à réaliser la première moitié de la prestation. Mais cela n'explique pas ce qu'ils ont fait des juges non informés. J'ai une liste de 100 pays choisis au hasard. Dès le départ, n'est-ce pas très étrange qu'au lieu de laisser Amanda choisir et penser librement à n'importe quel pays dans sa tête, ils ayant dû lui remettre un téléphone appartenant à Marina avec une liste où chaque pays était numéroté. Non seulement cela, mais elle a carrément demandé devant tout le monde quel numéro elle voulait. Peux-tu me donner un nombre entre 1 et 100? 97. Même si donner le choix d'un nombre paraît aléatoire pour nous, elle connaît la liste et le nombre, donc elle sait aussi de quel pays il s'agit. Il en est de même pour leur assistant en coulisses, que j'évoquerai bientôt. Lorsque Simon se leva pour deviner le pays auquel pensait Amanda,
On voit la main du magicien posée à l'arrière de sa tête et montrant brièvement un objet noir dans sa main. En revenant en arrière, on voit la main du médium masculin en coupe, semblant cacher quelque chose, mais après le changement de plan, ses mains sont soudain vides. Non, il ne tient pas un haut-parleur, mais un dispositif à conduction osseuse utilisé par les mentalistes pour simuler une pensée dans la tête d'un volontaire. Cette partie du dispositif à conduction osseuse est pressée contre le crâne et cachée dans les doigts. Comme vous pouvez le voir ici, un dispositif à conduction osseuse transmet les vibrations sonores directement à travers les os du crâne jusqu'à l'oreille interne en contournant l'oreille externe et moyenne. Cela permet aux personnes souffrant de pertes auditives ou de troubles de l'oreille externe ou moyenne de percevoir les sons plus efficacement. Demander à Simon de se boucher les oreilles avec ses doigts a aussi un objectif important. Et quand je l'ai testé sur moi-même, je ne sais pas, c'est ce qu'on aurait dit que j'écoutais un petit haut-parleur et tu sais, j'ai donné ce retour à Umesh, tu sais, le créateur, et il m'a dit que tu devais en quelque sorte avoir les oreilles bien bouchées, vraiment te boucher les oreilles, puis placer l'appareil dans la bonne position. Il y a apparemment un endroit précis, un point idéal pour placer l'appareil. Afin que l'expérience du volontaire qui entend la voix dans sa tête ressemble plus à une vraie voix qu'à un petit haut-parleur à l'arrière de sa tête. Mais il y a un problème avec cet appareil en particulier, même s'il fait le travail quand il s'agit de jouer une piste audio spécifique parmi 5 fichiers. Mais cet appareil devient très peu pratique parce qu'il lit simplement les fichiers audio téléchargés dans un ordre fixe. Tu vas te perdre, non? Et je veux dire, ce ne serait pas pratique d'avoir, tu sais, 52 fichiers, non? Et puis tu l'actives et tu n'es pas sûr de savoir, tu sais, quel fichier il est en train de lire. Donc je pense n'importe quoi entre 1 et 5 fichiers audio. Tu sais, c'est largement suffisant, je pense, pour que ce soit quelque chose de pratique à utiliser. Donc, parmi les 100 pays différents, il n'y a aucun moyen pour lui de faire défiler les options, d'aller jusqu'au pays numéroté sélectionné et de le jouer pour Simon sans que l'appareil soit modifié. C'est pourquoi il est connecté via Bluetooth à un assistant en coulisses, ce qui explique pourquoi j'ai mentionné un assistant en coulisses qui écoutait aussi le numéro il y a un instant. Sachant qu'un seul fichier audio dit Italie dans la tête de Simon, pourquoi a-t-on l'impression sur le tableau blanc qu'on lui a demandé d'écrire ce qu'il pensait ? Un autre pays commençant par S lui est d'abord venu à l'esprit, puis il a vite changé et écrit Italie. Si j'enlève le mot Italie, tout ce qui est écrit sur ce tableau était déjà là avant que Simon ne le reçoive. On voit même que le côté où c'était déjà écrit était tourné vers le bas. Il s'est alors tourné discrètement vers Simon, échappant même au caméraman. Faire cela à l'avance utilise le concept de double réalité en mentalisme, où un volontaire vit le tour d'une manière tandis que tout le monde le perçoit d'une autre façon. Quand Simon a reçu l'ardoise, il a vu la lettre S déjà écrite et barrée, mais cela ne lui a donné aucun indice sur le tour. Simon est resté impassible et l'a ignoré, donnant l'impression pour tous, y compris nous, qu'il aurait pu choisir ou changer n'importe quel mot à la dernière minute. La célèbre illusion d'animation suspendue. Le magicien commence par monter dans un compartiment transparent suspendu au-dessus du sol, et une fois enfermé à l'intérieur, il tend une main à travers une petite ouverture, signalant ainsi sa présence. L'assistant recouvre alors le compartiment d'un drap. D'un geste rapide avec le drap, l'assistant et le magicien échangent leur place. Le drap est de nouveau placé sur le compartiment. Lorsque le drap est retiré, une troisième personne apparaît soudainement. La vitesse de l'échange paraît impossible humainement, mais parfois des numéros aussi rapides peuvent très mal tourner, comme lors de cette représentation. Leur échec a presque révélé toute la méthode, nous répondrons donc à vos questions sur son exécution et les raisons de leur erreur. Ce numéro a échoué à cause de la hauteur de la structure, corrigée ensuite dans les versions récentes pour éviter de tels moments embarrassants.
Ils ont vérifié que la hauteur était accessible sans échelle ni escalier. On le voit en comparant la taille de l'artiste à la structure. La différence de hauteur réelle est négligeable sur cette plateforme. Le compartiment étant plus haut, sauter était le moyen le plus rapide d'échanger. C'est pourquoi le magicien a perdu l'équilibre et a accidentellement tiré sur une tige du rideau, l'arrachant des mains de l'assistante. Attendez, comment l'assistante peut-elle tenir le rideau et être vue entrant dans la structure en même temps ? Oui, une seconde assistante est aussi dissimulée dans cette structure, servant uniquement de substitut temporaire à la main. Pour la performance originale résumée, un gros plan montre un rabat rectangulaire dans la boîte. En analysant la performance, il est clair que l'accessoire est conçu pour paraître mince à distance grâce à cette bande métallique qui donne l'illusion d'une poutre fine, alors qu'en réalité, la structure a une largeur importante des deux côtés. Le troisième assistant caché à l'intérieur aurait l'épaule tournée vers le public. Ce design trompe le public, surtout avec la partie la plus large peinte en noir pour se fondre avec l'arrière-plan et donner l'impression d'être plus mince. Remarquez que les jambes de l'assistant pointent vers la gauche, là où se trouve l'ouverture à la base de la boîte. L'assistant sort par le trou à la base et le magicien entre la tête la première dans le même trou en imitant l'orientation de l'assistant. Le deuxième assistant est sorti par la trappe où il avait passé la main. Oui, ils ont délibérément choisi un homme relativement plus mince comme assistant par rapport au magicien principal, afin qu'il puisse tenir à l'intérieur du support. Le tour du toucher invisible de David Blaine avec Jamie Foxx est l'un de ses tours les plus viraux auprès des célébrités. Il demande à Corinne, la fille de Jamie Foxx, de fermer les yeux, puis tape sur l'épaule gauche de Jamie. En ouvrant les yeux, elle raconte avoir senti David lui pousser l'épaule gauche. Il refait le tour, mais cette fois Jamie ferme les yeux. Corinne les garde ouverts. Après avoir passé sa main devant leur visage, David prend une carte à jouer et la gratte sur le nez de Corinne, et il s'avère que Jamie a ressenti exactement la même chose. Comment a-t-il fait ? Voici l'explication. Il a exécuté la routine du toucher invisible citée dans le titre de la vidéo, basée sur la double réalité et le mentalisme. Vous avez sans doute vu des vidéos sur cette performance, mais aucune n'explique la méthode en détail, avec toutes les nuances, souhaitement pour que vous puissiez te la présenter à vos amis, d'où l'intérêt de cette vidéo. Commençons par la première phase où Corinne, la fille de Jamie Foxx, a ressenti le toucher sur son épaule gauche. Dans la vidéo de cette performance sur la chaîne de David Blaine, il commence par lui demander de fermer les yeux. Ferme les yeux. Fais attention à tout. Cependant, on peut déjà voir ses yeux fermés avant même qu'il ne fasse la remarque. Ferme les yeux. Fais attention à tout. Cela indique qu'il s'est passé quelque chose hors caméra que David Blaine a caché pour nous empêcher de comprendre comment il a fait. Mais avec quelques indices, ce que je vais vous donner, vous pourrez le comprendre. Vous remarquerez d'abord que l'épaule gauche de Corinne est proche de David Blaine, ce qui explique pourquoi il a aussi poussé l'épaule gauche de Jamie, pouvant ainsi la toucher discrètement. Ceci échappe au spectateur placé près du caméraman, filmant depuis son point de vue. Spectateurs et caméraman sont placés à un angle de 90 à 100 degrés, ce qui permet de cacher facilement l'épaule gauche au spectateur. Mais du point de vue de Jamie, il voit tout, donc la toucher alors qu'il est en face d'elle serait tout de suite visible. Pour contrer cela, David Blaine a utilisé une technique très astucieuse. Avant l'enregistrement, David Blaine s'est mis devant Corinne, bloquant la vue de Jamie à gauche. Ensuite, il a agité ses mains gauche et droite autour de son visage, comme pour s'assurer que ses yeux étaient fermés, et secrètement, avec les doigts de sa main droite, il a tapoté son épaule gauche pendant que tout le monde était distrait à regarder et à vérifier que ses yeux étaient bien fermés. C'est pourquoi ses yeux étaient déjà fermés avant le tournage, et même avant la demande de David Blaine. C'était la configuration idéale pour couper la partie précédente de la performance, rendant l'illusion difficile à comprendre. Maintenant, il y a une chose très importante que vous devez faire avant même de commencer la routine du toucher invisible, c'est de préparer mentalement le spectateur qui va ressentir le toucher invisible à se souvenir de tout ce qu'il va ressentir. Vous ne commencez pas la performance en tapant secrètement les volontaires, car le sujet pourrait sentir le toucher mais l'ignorer, pensant que c'était accidentel. Donc vous devez les préparer mentalement à ce qui va se passer. D'abord, demandez-leur de fermer les yeux, puis touchez-les à différents endroits. Touchez-les et demandez-leur de mémoriser la sensation en silence. Touchez-les clairement devant tout le monde, à différents endroits de leur corps, sauf à l'endroit où vous allez réellement faire le toucher invisible.
Ici, David Blaine touche plusieurs parties de son visage et son bras, sauf son épaule gauche. Puis à la toute dernière seconde, il passe sa main devant ses yeux, faisant semblant de vérifier s'ils sont bien fermés. Il donne la tape secrète sur l'épaule gauche et va directement vers Jamie. Le délai est crucial ici. Après les avoir touchés, ils se souviennent de la sensation sans la mentionner, sauf si vous leur demandez s'ils ont ressenti quelque chose. Même si le contact a eu lieu 15 à 20 secondes avant, ils diront l'avoir ressenti car vous leur avez demandé de se souvenir de toute impression. Il est essentiel de vous éloigner du spectateur après la tape, selon le concept de double réalité. Corinne a ressenti la tape il y a quelques secondes, en secret, sans que nous le sachions. Pendant ce temps, Jamie et le public pensent croire que Jamie a d'abord été touché à l'épaule gauche. Quand il est temps de demander au sujet censé ressentir le toucher invisible ce qu'il a ressenti, la clé est de poser la bonne question. On peut leur demander de répondre par oui ou non, ou de décrire précisément leur ressenti, comme le fait David Blaine. Dites-nous exactement ce que vous avez ressenti. Dites-nous. Tu m'as poussé à l'épaule. Quand vous demandez une réponse par oui ou non, on ne discute jamais du moment où ils ont senti le contact, comme l'a montré Lyra Souchard dans sa performance. Tu vas sentir un contact étrange, Natacha. Tu l'as senti, oui? Oui. Ensuite, une autre réponse interdit à la volontaire de préciser quand elle l'a ressenti. Pour David Blaine, il a seulement demandé de décrire précisément le ressenti, comme l'indiquait l'instruction. Une question incorrecte serait une question ouverte qui permettrait au sujet de continuer à parler et finir par mentionner quand il a été touché. Un autre détail important est de ne pas dire ce que vous faites avec le sujet qui a les yeux ouverts. Si David Blaine disait à voix haute « Jamie, je vais te tapoter l'épaule gauche », alors que Corinne avait les yeux fermés, elle saurait avoir senti le toucher avant que Jamie ne soit touché. Le silence et ses yeux fermés lui offrent une autre compréhension de la situation, alors que tout le monde comprend ce qui se passe visuellement. Lorsque le sujet exprime son ressenti, la réaction immédiate des spectateurs l'empêche d'en dire plus. Tu m'as poussé sur l'épaule. Rester silencieux tout en laissant chacun construire l'histoire de ce qui s'est passé donne l'impression que les faits étaient plus impressionnants qu'ils ne l'étaient réellement. Dans la deuxième phase, où Jamie Foxx avait les yeux fermés, il pouvait ni voir la technique du toucher invisible qu'il utilisait rien qu'en regardant ses mains à ce moment-là. Bien qu'il semble qu'il n'ait jamais touché le visage de Jamie, David Blaine avait en réalité un fil élastique invisible enroulé autour de sa main droite, dans lequel il a inséré son pouce gauche, l'étirant de sorte que Jamie sente le fil frotter contre son nez. Cela est suivi par la question par oui ou non. As-tu ressenti quelque chose? Oui. Qu'as-tu ressenti? Tu touches mon nez. À ce stade, chacun pense que Jamie a déjà été secrètement touché. C'est pourquoi David Blaine a changé de méthode. L'incertitude aide à dissimuler le toucher secret lors de la première phase. L'incroyable production de cartes de Shin Lim. Shin Lim demande à Jimmy Fallon de lancer 2 dés dans un verre et d'additionner les chiffres, obtenant 10. Il demande alors à un batteur de choisir une couleur qui opte pour les cœurs. Après cela, Shin sort un paquet de cartes aléatoires et les transforme toutes en 10 de cœur. Il fait apparaître magiquement des cartes une à une de ses mains apparemment vides, comme des images de synthèse. Comment a-t-il fait? Le secret, Shin emploie des dés pipés au début du tour. Un dé est truqué pour toujours afficher 6 et l'autre affiche toujours 4, ce qui donne un total de 10 à chaque fois. Il existe différentes façons de fabriquer des dés pipés, comme placer des dés en plastique dans un four. Le plastique fond à l'intérieur et s'accumule à la base, rendant un côté plus lourd. En conséquence, la face tournée vers le haut dans le four tombera toujours face visible lorsqu'on lance le dé. Shin saisit ensuite un paquet de cartes et réalise un éventail d'une main. En réalité, ces cartes sont à double face, avec un côté montrant des cartes aléatoires et l'autre côté affichant le 10 de cœur. Au début, Shin tient l'éventail entre l'index et le majeur. Puis avec son pouce, il retourne l'éventail, révélant toutes les faces du 10 de cœur. Shin fait apparaître une carte dans sa main gauche, en tire une de l'oreille de l'animateur et multiplie les cartes. Pour ce tour, Shin utilise de très fins aimants en néodyme pour maintenir les cartes collées entre elles. Cela les empêche de se disperser en l'air, mais les aimants rendent accroître l'éventail à une main moins fluide en gênant la répartition des cartes. Pour la production de cartes, Shin utilise un fil invisible enroulé autour de son costume avec les extrémités du fil qui pendent à l'extérieur.
Il accroche son doigt dans la boucle pour sortir les cartes de son costume. Quand il rapproche ses mains de sa poitrine, le fil tire et la carte oscille dans sa paume gauche, cachée derrière sa main. Il passe la carte dans sa main droite, tenant la ficelle avec le pouce gauche pour qu'elle pende derrière. Après avoir changé de prise et enroulé la ficelle autour de son pouce, il révèle la carte d'un geste du poignet. Shane utilise la même méthode pour la seconde carte. On voit son pouce gauche tirer le fil. Il cache la carte derrière sa main droite, la repositionne, puis place sa main gauche près de l'oreille de l'animateur pour la révéler. À ce moment-là, Shin saisit secrètement un autre paquet de cartes avec sa main droite, le dissimule dans une paume Tenkai, puis le révèle en l'éventaillant. Mais comment a-t-il sorti un paquet de cartes de la poche de l'animateur ? Les cartes ont été placées dans sa poche avant l'émission, car le Dix de cœur était un choix forcé grâce au dé truqué et à une préparation pour imposer la couleur. Shan attrape un autre fil invisible avec sa main gauche et l'enroule autour de son pouce droit. Ce fil est attaché à un paquet de cartes caché dans sa manche droite. En tendant le bras, les cartes glissent de sa manche jusque dans sa paume lorsqu'il place sa main près de la tête de Jimmy. Vous pouvez même voir une ligne blanche apparaître sur le pouce de Shin à cause de la tension du fil invisible qui appuie dessus.